nous allons passer à la dernière intervention de la soirée avec Marie Berducou. Donc Marie Berducou est maître de conférences honoraire en conservation-restauration à l'Université de Paris 1, ancien directeur du département des restaurateurs à l'Institut du patrimoine, l'Institut national du patrimoine, pardon. Et elle va nous parler ce soir du bilan des enseignements à la déontologie. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ouais. Bon, bonsoir. Merci à mes prédécesseurs d'avoir su vous tenir encore jusqu'à cette heure tardive sur les bancs de l'amphithéâtre Colbert. Alors, je vais restreindre, bien sûr, le champ qui avait été abordé précédemment, puisque moi, je ne peux vous parler que de mon expérience de l'enseignement de la conservation, restauration et de sa déontologie. Cependant, j'ai eu la grande chance, le grand bonheur d'enseigner cette démarche déontologique à des publics très différents. Des élèves conservateurs de l'Institut national du patrimoine, évidemment mon public préféré et les étudiants en conservation restauration de l'Université de Paris 1, mais j'ai aussi enseigné un certain nombre de thèmes très importants à l'école du Louvre, grâce à un séminaire de master qui était coordonné par Brigitte Bourgeois et Clémence Reynaud. C'était une occasion très intéressante d'approfondir pour moi certains thèmes. Et puis, même si ça doit vous surprendre, je suis allée jusqu'à essayer de sensibiliser des étudiants qui devaient être des cadres de la valorisation touristique des sites culturels et architecturaux et archéologiques à cette approche déontologique. Voilà. Donc et puis, et c'est pas la moindre des choses, j'ai eu aussi la chance, quand on s'est lancé à corps perdu avec l'Université de Paris 1 dans les procédures de validation des acquis de l'expérience, dont on parle plus très bien maintenant, plus beaucoup. C'était un dispositif de la loi de modernisation. Hein. Et on a voulu faire cet effort d'ouvrir la porte à des professionnels qui n'avaient pas eu la possibilité, souvent, tout simplement parce que les formations n'existaient pas, de passer par des filières académiques et qui s'étaient formés sur le tas. Bon. Alors ces gens n'avaient pas reçu effectivement une formation théorique, même s'ils avaient pu développer, individuellement parlant, une réflexion très riche et une pratique très exigeante. Donc, quand on a mis en place des modules de formation pour ces personnes, de manière à ce qu'elles puissent accéder au diplôme, on a mis, bien sûr, tout à fait en avant les formations à la déontologie et à la méthodologie. Voilà. Et ça a été une expérience extrêmement enrichissante, en tout cas pour moi, pour eux, j'espère aussi, parce qu'ils se sont confrontés à une vision globale, alors qu'eux, ils avaient seulement, entre guillemets, celle de leur expérience. Voilà. Et ça, c'était vraiment très, très riche pour eux, pour moi. Ah, ça, c'est sûr, parce qu'on a eu des développements vraiment très importants. Alors, moi, j'avais compris que ce qu'on me demanderait ce soir, ça serait de parler de la façon dont on peut enseigner la déontologie dans mon domaine, celui de la conservation-restauration, ce qui peut être enseigné et ce qui ne peut pas l'être, parce que tout ne s'enseigne pas, surtout dans ce domaine. Hein. Donc, je vous ai apporté un document que je mettrai à la disposition, bien sûr, des organisateurs de cette soirée. À un moment donné, j'ai été détachée, et ça a été une aventure formidable,
à l'Institut national du patrimoine dans le département des restaurateurs. Et du coup, j'ai abandonné mes enseignements théoriques de l'Université de Paris 1. Ils ont été repris par un de mes collègues, Régis Bertholon, qui les a vraiment, comment dire, renouvelés à sa façon à lui. Et quand je suis revenue de ce détachement, c'était formidable pour moi de voir qu'on avait fonctionné en allant dans le même sens, mais chacun à notre manière. Donc on a repartagé ces enseignements quand je suis revenue, et j'ai hérité d'un certain nombre de thèmes qui m'étaient chers, et lui a gardé les siens. Alors les siens, c'était essentiellement l'authenticité, l'intégrité et la démarche méthodologique que doit adopter un conservateur-restaurateur. Depuis le début, c'est-à-dire la nature de la demande, est-ce que l'intervention est justifiée, quels sont ses objectifs, comment va-t-on la mener, etc., etc. Donc toute l'étape du diagnostic, des propositions d'intervention et tout ça. Voilà. Et bien sûr, la documentation exhaustive et objective de l'ensemble du processus. Donc voilà, ça c'était son point, son domaine un peu réservé à Paris 1, ce qui ne m'a pas empêché d'enseigner l'intégrité et l'authenticité dans d'autres cadres comme l'école du Louvre. Voilà. Mais c'était très intéressant et ça fonctionnait bien. Alors moi, je me suis plutôt occupée de ce qu'on pourrait appeler les principes de la conservation-restauration, les modalités d'action, les objectifs peut-être un peu souvent même utopistes, mais qu'on doit s'efforcer d'enseigner aux étudiants. Alors moi, c'est vrai, quand j'ai commencé à enseigner, il y a fort longtemps, je crois que j'étais un peu dure, j'étais un peu puriste, j'étais un peu rigide, vous voyez ? Et puis, au fil des années, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin. Je me suis rendu compte que... Pourquoi j'étais puriste, exigeante, etc. Ben parce qu'on revenait un peu de loin quand même. Et alors, il fallait ancrer certains principes dans l'esprit des étudiants, en sachant qu'ils auraient toute leur vie professionnelle pour les amender, les modifier, les adapter aux circonstances qu'ils rencontreraient. Donc, je me disais, il faut partir dur, parce qu'après, dans leur vie, ils vont avoir beaucoup de raisons de mettre un peu de souplesse dans tout ça. Bon, c'était bête, c'était idiot. En fait, je me suis rendu compte au fil des années qu'il fallait vraiment enseigner les choses comme elles sont, c'est-à-dire que tous ces principes de la conservation-restauration, ils sont infiniment difficiles à mettre en œuvre, surtout si on prétend répondre à toutes les exigences qu'ils représentent. Alors, dans le document que vous pourrez récupérer si vous le souhaitez, il y a, par exemple, la notion de réversibilité, évidemment, célébrissime notion, dont nous connaissons tous qu'elle est très peu souvent effectivement réalisable. Alors, c'est important, parce que c'est un objectif qui reste absolument déterminant. Il faut que le restaurateur ait cet objectif en tête. Mais, en même temps, nous savons qu'il y a quelques cas où cette réversibilité est vraiment obligatoire. C'est quand vous apportez des matériaux qui vont conduire une interprétation. Vous faites un ajout, vous faites une retouche, vous comblez une lacune. Tout ça, ça doit être absolument réversible. Là, oui, et ça peut l'être, techniquement. Donc, aucune raison de renoncer à ce principe. Par contre, évidemment, si vous devez introduire un consolidant dans un matériau poreux qui est friable, eh ben vous savez très bien que ce sera irréversible. Hein, même si cette résine que vous avez introduite, ou peu importe quel matériau, reste soluble. Ce n'est pas le problème.
Parce que si vous aviez à défaire ce que vous avez fait, cette consolidation, cette imprégnation, et que l'objet le supporte sans peine, ça veut dire que vous aviez tort de consolider et qu'il n'avait pas besoin de l'être. Hein, sinon, c'est impossible. Bon, donc voilà. Vous voyez, alors, il y a cette notion, la notion de réversibilité. Moi, je me souviens, il y a 20 ou 30 ans, c'était vraiment dans la bouche de tout le monde, quoi. Je veux dire, tous les conservateurs, la première chose qu'ils vous demandaient, c'est « Mais est-ce que ça va être réversible ?» Alors, oui, oui et non. Par exemple, quand vous remontez une sculpture et que vous posez des goujons parce que vous êtes obligé de le faire pour assembler les différentes parties, bien sûr, on pourra désassembler les différentes parties, mais le creux, le manque que vous avez créé dans la matière, lui, il est définitif. Donc, ce n'est pas une vraie réversibilité. Et la réversibilité, c'est pour ça que c'est très compliqué comme notion, parce qu'en fait, elle peut être tout à fait fausse, mais d'une manière insidieuse. Insidieuse. Quand on fait un rentoilage et qu'on défait ce rentoilage, oui, bien sûr, c'est possible de défaire ce rentoilage. Mais si on a apporté des modifications optiques, chimiques, de surface à la couche picturale, ça, c'est pas rattrapable. Donc voilà. Ça, c'est... Bon, alors après, bien sûr, je peux vous égrener encore les autres principes. Il y a la notion de compatibilité, il y a la notion de stabilité, stabilité des matériaux qu'on introduit avec avec les matériaux originaux de l'œuvre ou de l'objet, la notion de compatibilité aussi, être sûr qu'ils ne vont pas leur nuire. Que ce soit d'ailleurs des matériaux introduits à un moment provisoire au cours du traitement, hein, et qui ne sont pas destinés à rester au contact de l'objet, mais quand même, il faut qu'ils soient absolument compatibles. Et puis alors, bien entendu, a fortiori, si ce sont des matériaux qui sont appelés à rester longuement au contact des matériaux originaux. Alors bon, tout ça, vous le trouverez dans ce petit document si vous avez envie de le lire. Il y a aussi, bien sûr, la notion de lisibilité. Alors, la notion de lisibilité, à l'époque, le document que je vais vous donner, je l'ai distribué aux étudiants en 2009. Vous voyez, ça date un peu. Alors, la notion de lisibilité, elle est compliquée aussi, surtout à cette époque-là, en 2009. Maintenant, ça s'est un peu éclairci, me semble-t-il, parce qu'elle fait référence à deux choses en même temps. La lisibilité de l'œuvre ou de l'objet et la lisibilité, c'est-à-dire le caractère décelable de l'intervention de restauration. Voilà. Alors aujourd'hui, on a résolu un peu cet aspect ambigu de la terminologie en utilisant lisibilité pour l'œuvre et visibilité pour la restauration. Donc, c'est plus facile à expliquer aux jeunes qui se préparent à devenir des professionnels de la conservation-restauration. En 2009, ça n'était pas tant que ça, et j'avais un peu de mal, je dois dire, à leur faire comprendre qu'il y avait à la fois cette nécessité, bien sûr, de se donner comme priorité absolue la compréhensibilité de l'œuvre qu'on va donner à voir au public, mais aussi d'inscrire dans l'histoire matérielle, la trace d'une intervention qui est forcément, malgré tout, interprétative. Hein, parce que tout l'essor, à mon avis, de la déontologie, qui remonte pas à hier, ni même à avant-hier. Hein. Ça aussi, c'est une chose qui est très importante à dire aux étudiants, et je ne l'ai personnellement pas fait assez. Mais je crois qu'il y a des exemples d'attitudes respectueuses, très anciens, au moins 18e, à coup sûr 19e siècle. Et notre déontologie n'est pas sortie d'un chapeau de magicien. Hein. Nous n'avons pas révolutionné le monde. Il faut se rendre compte que nous avons toute une histoire, tout un passé très riche
dans ce domaine des prises de conscience et des attitudes profondément respectueuses des œuvres et des objets, notamment en Italie, mais au XIXe siècle aussi beaucoup en France. Alors, donc, voilà. Alors, je ne vais pas trop tarder, parce que je pense que tout le monde doit avoir envie de rentrer chez soi. Mais je vais conclure. Bon, Vincent Négré a parlé de l'étymologie du mot, déontologie. 4 minutes, c'est très bien. Donc, avec cet auteur anglais, là, Jeremy Bentham, qui est quand même assez exceptionnel. Cette déontologie, cette définition de la déontologie pour Bentham, c'est d'abord de la morale privée, individuelle. Mais très très vite, ce mot, qu'il a lui-même forgé, va prendre un autre sens. Il va désigner un ensemble de devoirs communs à une profession. Alors, par exemple, en 1865, la déontologie médicale désigne la partie de la médecine qui traite des devoirs du médecin. En 1947, lorsque ces principes d'éthique professionnelle prennent une valeur réglementaire, ils sont rassemblés dans un code de déontologie. Et cette expression entre dans le vocabulaire juridique. Alors après, beaucoup d'autres professions se sont dotées, évidemment, de ce type d'outils. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien avoir conscience que une déontologie professionnelle s'élabore pour encadrer une pratique lorsque cette pratique est exposée à de possibles dérives. On ne le fait pas par plaisir, mais on sait qu'on est exposé. Donc, risque de corruption, par exemple, abus de pouvoir intellectuel ou technique pour la conservation-restauration, basculer dans le faux, par exemple. Donc, voilà, à ce moment-là, on va bâtir une déontologie pour encadrer une profession. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que ce faisant, on revendique une responsabilité particulière et son corollaire, la liberté de conscience et de jugement, qui peut s'opposer, le cas échéant, aux pressions de la hiérarchie, de l'employeur, du client. On a parlé de la déontologie de la fonction publique. Les conservateurs-restaurateurs, pour la plupart, ne sont pas dans la fonction publique, mais ils ont besoin d'une déontologie, et j'espère que les conservateurs qui participent à la fonction publique comprendront à quel point cette déontologie est importante. Alors, développer aussi cette déontologie commune, c'est aussi pour une profession le moyen de se créer une perception collective à l'interne. On s'harmonise, on trouve des sources de solidarité, mais aussi, d'autre part, en externe, en affichant un code de déontologie, on trouve une source de visibilité, de crédibilité et de reconnaissance de la profession dans la société. Donc la déontologie, c'est un mécanisme très complexe parce que, et c'est pareil dans la fonction publique, elle a ce double rôle de souder et d'harmoniser les relations à l'intérieur d'une ou de plusieurs professions, mais aussi de permettre à cette profession de donner une image positive, crédible d'elle-même. Voilà. Bon, alors, je crois que j'avais que 4 minutes, donc ça doit être fini. Bon, de toute façon, je mettrai ce texte à la disposition de ceux que cela intéresse, bien sûr. Et je voudrais simplement finir
Bon, j'ai quand même l'expérience de la formation universitaire, bien sûr. J'ai aussi beaucoup enseigné à l'ICROM, à Rome, un peu à l'école du Louvre aussi. Et puis j'ai été directrice des études dans le département des restaurateurs de l'INP. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'enseigner parce qu'elles relèvent de l'intelligence des situations. Vous ne pouvez pas mettre en pratique tous les principes en même temps. Il faut arbitrer. Il faut savoir comment on va mettre l'accent plus sur la réversibilité ou plus sur la stabilité ou plus sur la visibilité. Et tout ça, ça relève vraiment de l'intelligence des situations. Et ça, on ne peut pas l'enseigner. On ne peut pas l'enseigner. De même qu'on ne peut pas enseigner le degré d'éthique personnelle qui fera que tel ou tel restera attaché aux enseignements qu'il a reçus. Mais il y a des choses qui s'enseignent en cours théorique. Moi, c'est ce que j'ai fait longtemps, beaucoup. Mais il ne faut pas oublier ce qui se passe dans les travaux pratiques et les lieux de stage. C'est-à-dire les situations où, justement, les étudiants, les futurs restaurateurs, sont mis, comme les médecins, au pied du malade. Hein. C'est-à-dire, ils doivent élaborer des solutions en se servant de leurs acquis théoriques et sous la houlette, bien sûr, de professionnels un peu confirmés. Mais je pense qu'il n'y a pas d'enseignement théorique de la déontologie de la conservation-restauration s'il n'y a pas de mise en pratique dans des travaux d'atelier et réciproquement. Voilà, merci.